Debout devant la cuisinière, je remuais la sauce en regardant par la fenêtre les feuilles d'automne tomber. Les dîners de famille du samedi étaient devenus une tradition depuis la mort de Claude, mon mari. Ces réunions étaient tout ce qu'il me restait. Je soupirais, goûtant la sauce. Trop fade. J'ajoutais une pincée de sel, remuais, et goûtais de nouveau. Mieux, mais il manquait quelque chose. Peut-être du poivre. Je sortis le poivrier du placard, mais me figeai en entendant le bruit d'une voiture qui se garait. Laurent était toujours le premier à arriver. Mon fils est un homme d'habitude. Jamais en retard, jamais en avance. 17 heures pile. Je jetai un œil à ma montre. 16h59. Je souris et ajoutai du poivre à la sauce. Mon fils, ce pédant. La porte d'entrée s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Maman, tu es là. La voix de Laurent, comme toujours, semblait légèrement irritée, comme s'il accomplissait une corvée déplaisante. Dans la cuisine, répondis-je sans me retourner. Il entra et je l'entendis poser une bouteille de vin sur la table, un rouge bas de gamme que je n'aimais pas, mais je ne le lui avais jamais dit. Ça sent bon, dit-il sans enthousiasme. Rôti, pommes de terre et ta tarte aux pommes préférée pour le dessert. Je souris, me retournant enfin. Laurent avait l'air fatigué. À 46 ans, ses cheveux blonds étaient déjà à moitié gris, et une ride profonde creusait son front entre ses sourcils. Hugo viendra plus tard, dit-il en se servant un verre d'eau. Il a un petit boulot sur le campus. Ce n'est pas grave, répondis-je, bien que je sois un peu blessé. Hugo venait rarement au dîner de famille ces derniers temps. Comment allait le travail? Laurent était comptable chez Construction Dubois depuis 15 ans. Ce n'était pas le poste le plus prestigieux, mais c'était stable. La routine, haussa-t-il les épaules. Le superviseur cherche encore la petite bête. La semaine prochaine, c'est le rapport trimestriel, alors je vais faire des heures supplémentaires. Pourquoi ne pas te cuisiner quelque chose pour la semaine? Le congeler en portions, commençai-je. Mais il m'interrompit. Maman, je ne suis plus un enfant. Je me débrouillerai. J'hochai la tête, ravalant la réponse qui allait sortir. Bien sûr qu'il se débrouillerait. Il commanderait une pizza ou des plats chinois. Et ensuite, il se plaindrait de brûlures d'estomac. La sonnette retentit. Ça doit être Mireille et les enfants, dis-je en m'essuyant les mains sur un torchon. Laurent fredonna. Je suis surpris qu'ils viennent. Vu tout ce que Mireille traverse en ce moment. Son ton était désobligeant. Mes enfants ne s'étaient jamais vraiment bien entendus. Compétition, jalousie, appelez ça comme vous voulez, mais il n'y avait pas de chaleur entre eux. J'ouvris la porte. Mireille, ma fille, se tenait sur le seuil avec son air de mécontentement perpétuel. Derrière elle, ses enfants traînaient des pieds. Dorine, les yeux rivés sur son téléphone, et Léo, qui tenta immédiatement de se faufiler dans la maison. « Salut maman !» Mireille m'enlaça brièvement. Elle sentait le parfum cher et la fatigue. Désolée pour le retard. Dorine n'arrivait pas à décider quoi mettre. Je ne voulais même pas venir, marmonna Dorine, toujours sur son téléphone. Dorine, la réprimanda Mireille. Ce n'est rien, souris-je en essayant d'alléger l'atmosphère. Entrez. Le dîner est presque prêt. J'espère que tu n'as rien cuisiné avec du gluten, dit Mireille en entrant dans la maison. J'essaie un régime sans gluten. Depuis la semaine dernière, Léo leva les yeux au ciel. Ne sois pas insolent, lui lança sèchement Mireille. Je ne mentionnais pas que le rôti était servi avec une sauce liée à la farine, et que la tarte était faite avec une pâte classique. C'était juste une autre des manies de Mireille. Dans une semaine, elle trouverait un nouveau régime ou un nouveau passe-temps. Nous nous dirigeâmes vers la salle à manger, où Laurent avait déjà mis les couverts. « Salut, sœurette », dit-il avec une pointe de sarcasme. « Comment vont les affaires à la pharmacie ?»« Ce n'est pas un commerce, c'est un travail médical important », rétorqua Mireille. Elle travaillait comme pharmacienne dans une grande chaîne et soulignait toujours à quel point c'était une profession responsable et respectée. Bien sûr, s'étira Laurent. Vendre des somnifères et des vitamines, c'est une vraie vocation. Au moins, j'aide les gens, je ne déplace pas des papiers d'un bureau à l'autre. Je posai le rôti sur la table, espérant interrompre leur querelle. Les enfants, s'il vous plaît, dis-je doucement. Léo, comment ça va à l'école? Léo, qui s'était déjà affalé sur sa chaise et avait sorti sa console de jeu portable, se détacha à contre-cœur de l'écran. Ça va.
Il a raté son contrôle d'algèbre, intervint Mireille. Et il va devoir prendre des cours avec un tuteur qui coûte 50 € de l'heure. 45 €, précisa Léo. Quelle différence, s'emporta Mireille. J'ai à peine de quoi joindre les deux bouts, et voilà encore des dépenses supplémentaires. Je me servis une part de rôti, essayant d'ignorer l'allusion. Peut-être que je pourrais aider Léo en algèbre. J'ai travaillé dans l'éducation toute ma vie, après tout. Diriger une école maternelle et enseigner l'algèbre, ce n'est pas la même chose, maman, dit Mireille avec condescendance. Et puis, ils enseignent avec de nouvelles méthodes maintenant. Je retins un soupir. Mireille avait toujours une façon de me lancer des piques, sous-entendant que mon travail n'était ni assez prestigieux ni assez important. « Où est Hugo ?» demanda Dorine, levant pour la première fois les yeux de son téléphone. « Il a un petit boulot », répondit Laurent en se servant des pommes de terre. « Il économise encore pour ses études », dit Mireille avec une note de supériorité. S'il était allé dans une université locale comme Dorine, il n'aurait pas à travailler si dur. HEC Paris est l'une des meilleures écoles du pays, rétorqua Laurent, pas comme ta fac de 3e zone. L'université de Rouen a une excellente réputation, s'indigna Mireille. Et Dorine a eu une bourse. Partielle, marmonna Dorine, les yeux de nouveau sur son téléphone. Je posais le pain et le beurre sur la table. Si on dînait, tout simplement? J'ai cuisiné toute la journée. Mireille regarda le pain avec mécontentement. Maman, je t'ai dit, pas de gluten. Désolée, ma chérie. J'ai oublié, mentis-je. Nous commençâmes à manger dans un silence tendu, seulement rompu par le bruit des couverts et les bips occasionnels du téléphone de Dorine. Dorine, pose ce téléphone, dit finalement Mireille. On est à table. De toute façon, personne ne parle à personne ici, marmonna Dorine, mais elle rangea son téléphone. Comment vont les études? Demandai-je pour essayer de lancer la conversation. Ça va, haussa-t-elle les épaules. Mon prof d'histoire est un con. Il m'a donné une dissertation de 5000 mots. Dorine, surveille ton langage, dit Mireille automatiquement. Tu sais, dis-je, quand j'étais à l'université, nous avions aussi un prof d'histoire très strict, le professeur Hamel. On avait tous peur de lui, mais j'ai ensuite réalisé que c'était grâce à son exigence que j'ai. Maman, m'interrompit Mireille. Personne n'est intéressé par tes histoires du siècle dernier. Je me tue, sentant le rouge. Me monter aux joues. En fait, intervint Laurent, moi, ça m'intéresse. C'est mieux que d'entendre tes problèmes sans fin. Oh, bien sûr, Mireille leva les yeux au ciel. Tu es le fils parfait. Tu ne demandes jamais d'argent, tu ne te plains jamais. Au moins, je ne supplie pas ma mère de me donner de l'argent chaque semaine, dit Laurent. Je ne supplie pas, s'indigna Mireille. J'emprunte juste parfois de l'argent jusqu'à la paix. Que tu ne rembourses jamais, rétorqua Laurent. Assez. Je haussai rarement la voix, et tout le monde se tut de surprise. Je vous ai invité à dîner pour que nous passions du temps ensemble, en famille. Est-ce vraiment si difficile de simplement parler comme des êtres humains? Il y eut une pause gênante. Désolé, maman, dit finalement Laurent. C'est juste que tu lui laisses toujours tout passer. Quoi? Mireille s'étouffa presque. C'est à moi qu'on laisse tout passer? Et toi alors? Tu te souviens quand tu as détruit la voiture de père et que maman a payé les réparations? J'avais 17 ans, c'était il y a 30 ans. Tu te souviens quand tu as raté tes examens d'entrée à la fac et que maman a supplié le doyen de te donner une seconde chance? Au moins, je suis entrée dans une université normale, pas. Assez! Criai-je vraiment cette fois. Je vous jure que vous vous comportez pire que les enfants de ma maternelle. Le silence se fit dans la pièce. Même Léo se détacha de son jeu, me regardant avec surprise. Désolé, mamie, marmonna-t-il. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Finissons de dîner, d'accord? Et ensuite, il y aura le dessert. Au gluten, ricana Dorine, et Mireille lui lança un regard assassin. Nous continuâmes à manger en silence. Je sentais la tension monter de minute en minute. Mes enfants n'avaient pas changé. Ils avaient tous les deux la quarantaine, mais ils se disputaient toujours mon attention, mon amour, mon argent. L'argent. C'était toujours la pierre d'achoppement. Après la mort de Claude, j'ai touché une assurance vie décente. Pas une somme énorme, mais assez pour vivre confortablement à la retraite.
Sauf que Laurent et Mireille venaient constamment me demander de l'aide. Laurent était plus réservé, demandant rarement mais de grosses sommes, pour un acompte sur une maison, pour payer les études d'Hugo. Mireille demandait souvent, soi-disant pour une avance sur salaire, mais elle ne remboursait jamais. « Mamie, » dit soudain Dorine, « tu pourrais m'aider à acheter un ordinateur portable pour les cours ? Le mien est si vieux qu'il plante tout le temps. » Dorine, la pressa Mireille, mais sans grand enthousiasme. « Quoi ?» Dorine haussa les épaules. « Tu as dit toi-même que mamie pourrait t'aider. »« Je n'ai pas. » commença Mireille, mais elle s'arrêta sous mon regard. « Combien coûte un ordinateur portable ?» demandai-je, lasse. « Environ 2000 €, répondit rapidement Dorine. « Mais c'est vraiment nécessaire pour les études. Il y a des logiciels spéciaux. » 2000 €? Intervint Laurent. « Tu peux acheter 3 bons portables pour ce prix. » C'est un Mac, pour le design. Dorine leva les yeux au ciel. « Tu ne comprends rien. »« Il te faut absolument un Mac ?» demanda Laurent. « Ou c'est juste pour frimer ?» Laurent, s'indigna Mireille. « Quoi ? Ta fille veut escroquer sa mère de 2000 € pour un jouet et c'est ma faute ? » « Ce n'est pas un jouet !» s'exclama Dorine. « D'ailleurs, intervint Mireille, ton fils a reçu bien plus de sa mère pour sa précieuse école HEC. C'est un investissement dans son éducation, haussa la voix Laurent. Pas un gadget qui sera obsolète dans un an. Assez. Je frappai la paume de ma main sur la table. Ça suffit. Tout le monde se tut de nouveau. Je sentais ma tête commencer à me faire mal. Dorine, dis-je calmement, je vais réfléchir pour l'ordinateur portable, mais 2000 €, c'est trop. Mais mamie, j'ai dit que j'allais y réfléchir, la coupai-je. Nous terminâmes le dîner en silence. Quand j'apportai la tarte aux pommes, Mireille secoua simplement la tête. Le gluten, me rappela TL. Il en restera plus pour nous, marmonna Laurent en prenant une grosse part. Après le dessert, Laurent fut le premier à partir. Merci pour le dîner, maman, dit-il en m'embrassant sur la joue. La prochaine fois, Hugo viendra. Ce serait formidable, souris-je. Il fit un signe de tête à Mireille et aux enfants, puis partit. Mireille commença aussi à se préparer. On devrait y aller, dit-elle. On doit se lever tôt demain. Dorine et Léo étaient déjà à la porte, mais Mireille s'attarda dans la cuisine où je mettais la vaisselle dans l'évier. Maman, commença-t-elle avec hésitation. Je me demandais, tu pourrais me prêter un peu d'argent? Je soupirai. Combien, cette fois, Mireille? 5000 €, dit-elle sans me regarder dans les yeux. J'ai quelques soucis financiers. 5000. Je reposai l'assiette que je tenais. Mireille, ce n'est pas un peu. Je sais, mais j'ai des paiements de carte de crédit à faire, et puis il y a les réparations de la voiture et le tuteur pour Léo. Et l'argent pour l'ordinateur de Dorine? Demandai-je. Eh bien, je pensais que tu lui achèterais l'ordinateur séparément, marmonna Mireille, comme un cadeau. Je sentis quelque chose se briser en moi. Toutes ces années, je les avais aidés, soutenus, leur avais donné de l'argent. Et qu'avais-je reçu en retour? De la négligence, du mépris, des demandes constantes. Non, dis-je doucement. Quoi? Mireille semblait sincèrement surprise. J'ai dit non, Mireille. Je ne te donnerai pas 5000 €. Mais maman, j'ai vraiment besoin de cet argent. Je suis en difficulté. Tu es toujours en difficulté, Mireille, et je dois toujours résoudre tes problèmes. Mais pas cette fois. Le visage de Mireille se crispa de colère. Tu ne m'as jamais soutenue, cria-t-elle. Tu as toujours préféré Laurent. Ce n'est pas vrai, et tu le sais, essayai-je de dire calmement. Si, c'est vrai. Mireille criait presque. Tu as toujours été de son côté. Tu l'as toujours fait passer en premier. Et maintenant, tu refuses d'aider ta propre fille. Mireille, s'il te plaît, calme-toi. Ne me dis pas ce que je dois faire. Elle était furieuse. Tu as gâché ma vie avec ta surprotection pour Laurent et ton mépris pour moi. Et maintenant que j'ai vraiment besoin d'aide, tu me tournes le dos. Je restai silencieuse, ne sachant que répondre à cette injustice. Tu sais quoi? Continua Mireille. Tu as gâché nos vies. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. C'est ma maison, Mireille, dis-je doucement. Alors, nous partons. Elle attrapa son sac. Venez, les enfants.
Dorine et Léo, qui avaient entendu toute la conversation depuis le couloir, suivirent leur mère en silence. La porte d'entrée claqua, le moteur de la voiture vrombit, et ils s'éloignèrent. J'étais seule dans la cuisine, au milieu de la vaisselle sale et des restes du dîner que j'avais préparé toute la journée. Mes mains tremblaient en mettant les assiettes dans l'évier. Les mots de Mireille résonnaient dans ma tête. « Tu as gâché nos vies. Va-t'en. » Je m'assis lentement sur une chaise et me couvris le visage de mes mains. Combien de temps encore allais-je supporter ça? Combien de temps encore allais-je me sacrifier pour des enfants qui ne l'appréciaient pas? Et c'est là, assise dans la cuisine de ma maison, que j'ai pris une décision. Le matin était gris et maussade, comme si le temps lui-même reflétait mon humeur. J'avais passé la majeure partie de la nuit éveillée, ressassant le dîner de la veille. Les mots de Mireille me piquaient de l'intérieur. « Tu as gâché nos vies. Va-t'en. » Je sortis du lit à 6 heures du matin, bien que d'habitude je me permette de dormir plus longtemps. J'enfilai une vieille robe de chambre, mis la bouilloire en marche et m'assis à la table de la cuisine avec un carnet. La décision était venue pendant la nuit, et maintenant je devais tout planifier soigneusement. Prenant un stylo, je commençai à faire une liste de choses à faire. Le premier point était une visite chez le notaire. Je devais refaire mon testament et vérifier tous les documents. Ensuite, la banque, pour retirer de l'argent en espèces. Le troisième point était un appel à ma vieille amie Bernadette, qui s'occupait de la location de ma petite maison en périphérie de la ville. Il était temps de récupérer les clés et de faire partir les locataires. Cette petite maison était mon secret depuis 15 ans. Je l'avais achetée avec l'argent hérité de ma tante Odile. Aucun de mes enfants n'était au courant. Je la louais et plaçais l'argent sur un compte séparé. Ma cagnotte secrète, mon assurance contre les coups durs de la vie, et maintenant, elle allait me servir. La bouilloire siffla, me tirant de mes pensées. Je me préparais un thé fort et continuais mon plan. Je devais décider quoi emporter et quoi laisser. Je n'allais pas disparaître pour toujours, mais je voulais donner une leçon à mes enfants. Qu'ils vivent sans moi. Qu'ils voient ce que c'est de ne pas avoir un soutien constant, un pilier. À 8 heures, la liste était prête. Je pris une douche, m'habillai et appelai l'étude de Maître Coulon, mon notaire. Sa secrétaire me dit qu'il avait un créneau à 11 heures. J'acceptai et raccrochai. Ensuite, j'appelai Bernadette. « Hélène, ça fait plaisir de t'entendre, ma chère. » Sa voix semblait aussi joyeuse qu'il y a 30 ans, quand nous travaillions ensemble à l'école maternelle. « Bernadette, je dois te parler de la maison de la rue de la Grange, » dis-je en essayant de garder une voix neutre. « Il y a un problème. » Il y avait de l'inquiétude dans son ton. « Non, non. C'est juste que je vais devoir y vivre pendant un certain temps. Les locataires doivent partir. » « En fait, ils viennent de renouveler leur bail pour 6 mois, » répondit Bernadette, dubitative. « Mais si tu en as vraiment besoin. »« Oui, j'en ai besoin, » dis-je fermement. « Je les dédommagerai pour le désagrément. Le triple du loyer pour le mois. » Waouh! Bernadette était clairement surprise. « Eh bien, je ne pense pas qu'ils refuseront. Un jeune couple, ils venaient de trouver une maison et devaient déménager dans quelques mois de toute façon. »« C'est parfait. Contacte-les aujourd'hui, s'il te plaît. Dis-leur que je peux leur verser un acompte pour trouver un nouveau logement. »« D'accord, Hélène. Mais, tu es sûre que tout va bien ?» J'hésitais. Bernadette était mon amie la plus proche, mais même à elle, je n'étais pas prête à dire toute la vérité. « J'ai juste besoin d'un changement d'air, » répondis-je. « Les enfants, tu sais. »« Oh, je sais, » soupira-t-elle. Mon Rodney pense toujours que je suis sa blanchisserie et sa cantine personnelle, et il a 53 ans. Nous rîmes toutes les deux, et cela me fit un peu de bien. Je t'appellerai ce soir pour te dire ce que les locataires ont répondu, promit Bernadette. Merci, ma chère. En raccrochant, je sentis une vague de détermination. Le plan commençait à prendre forme. Je mis mon manteau et quittai la maison. L'étude de Maître Coulon se trouvait dans le centre-ville d'Évreux, dans un vieil immeuble en briques avec de lourdes portes en bois. Je montai les escaliers grinçants jusqu'au premier étage et entrai dans la réception où je fus accueilli par la secrétaire, une jeune femme au sourire amical. « Madame Paddock, Maître Coulon vous attend », dit-elle en me faisant entrer dans le bureau. Maître Coulon était un homme maigre d'une 60aine d'années, aux cheveux gris clairsemés et au regard perçant. Il se leva de son bureau à mon entrée et me serra la main. « Madame Paddock, heureux de vous voir. Asseyez-vous. » Je m'assis dans le fauteuil en cuir en face de son bureau.
Que puis-je faire pour vous? Demanda-t-il en chaussant ses lunettes et en prenant un stylo. Je veux changer mon testament, dis-je sans préambule. Il hocha la tête, pas du tout surpris. Quel genre de changement souhaitez-vous apporter? Je pris une profonde inspiration. Je veux que ma maison de la rue du Chêne soit vendue à ma mort et que l'argent soit partagé entre mes petits-enfants, Hugo, Dorine et Léo. Mais pas avant qu'ils aient 25 ans. D'ici là, l'argent devra être placé dans une fiducie. Maître Coulon nota mes souhaits. Et vos enfants, Laurent et Mireille? Je leur laisserai 10 000 € chacun, dis-je fermement, le reste aux petits-enfants. Il haussa les sourcils mais ne dit rien, continuant d'écrire. De plus, j'ai une autre maison sur la rue de la Grange. Mes enfants ne sont pas au courant. Je veux l'inclure également dans l'héritage de mes petits-enfants. Je devrais vérifier les titres de propriété de cette maison, dit Maître Coulon. Pouvez-vous les fournir? Oui, je les ai à la maison. Je vous les apporterai un de ces jours, répondis-je. Et je veux aussi que mon amie Bernadette Martin soit nommée exécutrice testamentaire à la place de Laurent. Maître Coulon me regarda attentivement par-dessus ses lunettes. Madame Paddock, puis-je vous demander la cause de ce changement majeur? Je n'étais pas prête à être franche, mais quelque chose dans son regard, une compréhension professionnelle non assombrie par le jugement, me fit répondre honnêtement. Mes enfants me tiennent pour acquise, Maître Coulon. Ils pensent que j'existe uniquement pour les aider moralement, physiquement, financièrement. Mais j'ai 68 ans et je veux vivre pour moi. Au moins pour le peu de temps qu'il me reste. Il hocha la tête avec compréhension. Je préparerai un nouveau testament d'ici la fin de la semaine. Vous devrez venir le signer en présence de témoins. Merci, Maître Coulon. En quittant son bureau, je me sentis étrangement soulagé, comme si j'avais fait le premier pas vers la liberté. Mon prochain arrêt fut la banque. Je retirai 15 000 € en espèces, assez pour vivre plusieurs mois sans toucher à mes économies principales. Le caissier me regarda avec surprise quand je demandai cette somme, mais je me contentai de sourire et de dire quelque chose à propos de réparation à la maison. Après avoir quitté la banque, je décidai de me promener dans le centre-ville. Évreux avait été ma maison toute ma vie. Je suis née ici en 1957, fille d'un instituteur et d'une mère au foyer. Mon enfance n'a pas été heureuse. Mon père buvait et ma mère était toujours épuisée et irritable. Nous vivions dans une petite maison à la périphérie de la ville qui avait toujours besoin de réparation. Je me souvenais de ma mère pleurant la nuit quand elle pensait que je dormais, de mon père entrant ivre et lui criant dessus, de comment je me cachais dans le placard, me bouchant les oreilles avec mes mains. C'est peut-être pour cela que j'étais si déterminée à créer la famille parfaite. Épouser un homme bien, avoir des enfants, leur donner tout ce que je n'avais pas eu, l'amour, le soutien, la stabilité. Claude semblait être ce genre d'homme quand je l'ai rencontré. Il travaillait pour une entreprise de construction, était sérieux et responsable. Nous nous sommes mariés quand j'avais 22 ans, et Laurent est né peu de temps après. 3 ans plus tard, Mireille est arrivée. Nous avons acheté une maison sur la rue du Chêne, pas luxueuse, mais spacieuse et confortable. Je travaillais comme directrice de l'école maternelle locale. Claude gravissait les échelons. Tout allait bien pendant les 10 premières années. Puis Claude a commencé à boire. Pas beaucoup au début. Quelques bières le soir, puis de plus en plus. Il n'est pas devenu violent comme mon père, mais il s'est renfermé sur lui-même. Apathique, indifférent. L'argent que nous économisions pour les études des enfants a commencé à disparaître. Je prenais des heures supplémentaires pour compenser ces dépenses croissantes. Les enfants grandissaient sans comprendre ce qui se passait. J'essayais de les protéger des problèmes, de créer l'illusion d'une famille normale. Claude pouvait être absent de la maison pendant des jours, et je disais aux enfants qu'il était en voyage d'affaires. Quand il a perdu son emploi, j'ai expliqué qu'il avait décidé de changer de carrière. Tout a changé quand Laurent a eu 15 ans. Il a trouvé son père dans le garage, ivre au point d'être inconscient, dans une mare de son propre vomi. Après cela, l'illusion s'est effondrée. Laurent est devenu renfermé, agressif. Mireille, qui avait 12 ans à l'époque, est au contraire devenue trop responsable, essayant de remplacer son père. Elle cuisinait, nettoyait, m'aidait avec les tâches ménagères. Claude est mort à 56 ans d'une cirrhose du foie. À ce moment-là, nos enfants étaient adultes. Laurent était à l'université. Mireille venait de terminer le lycée. Ils n'ont pas pleuré à l'enterrement. Moi non plus. Claude avait depuis longtemps cessé de faire partie de notre famille,
devenant un étranger qui dormait parfois chez nous. Après sa mort, j'ai touché l'argent de l'assurance. Pas une somme énorme, mais assez pour aider les enfants à se remettre sur pied. Laurent voulait aller dans une université prestigieuse, et j'ai payé ses frais de scolarité. Mireille a choisi une université locale, mais elle avait besoin d'argent pour un appartement. J'ai aidé avec ça aussi. J'étais toujours là pour eux, les soutenant toujours. Quand Laurent s'est marié et qu'Hugo est né, je me suis occupée de mon petit-fils pendant que les jeunes parents travaillaient. Quand Mireille a divorcé de son mari, la laissant seule avec 2 enfants, j'ai pris en charge une partie de ses soucis. Je n'ai jamais réalisé que mon sacrifice pouvait leur nuire, qu'en résolvant leurs problèmes, je leur enlevais l'occasion d'apprendre l'indépendance, que mon aide était devenue une béquille sans laquelle ils ne pouvaient plus marcher. La promenade m'a menée à un petit parc au centre de la ville. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé les enfants jouer pendant un moment. Ils couraient, riaient, tombaient et se relevaient sans demander l'aide de leurs parents. J'ai pensé que c'était peut-être ce qui manquait à mes enfants. L'occasion de tomber et de se relever par eux-mêmes. Mon téléphone a sonné. C'était Bernadette. Hélène, j'ai parlé aux locataires, dit-elle. Ils sont prêts à déménager d'ici la fin de la semaine si tu leur rembourses les frais de déménagement et leur rends la caution. Bien sûr, répondis-je. Je les rembourserai. Dis-leur de préparer une liste des dépenses. Tu es sûr de vouloir faire ça? Bernadette semblait inquiète. Absolument, dis-je fermement. Parfois, il faut faire ce qui est le mieux pour soi, pas pour les autres. Après avoir parlé à Bernadette, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à faire une liste des choses que j'emporterais. Seulement l'essentiel, vêtements, documents personnels, quelques livres, albums photos, médicaments. Le reste pouvait attendre. J'ai passé le lendemain à préparer méthodiquement mon départ. J'ai vidé les placards, trié les affaires, fait les valises. J'ai préparé un dossier de documents, police d'assurance, dossiers médicaux, contacts de médecins. J'ai appelé les services publics pour me renseigner sur la possibilité de déconnecter temporairement certains services. Laurent a appelé ce soir-là, mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à lui parler, craignant de changer d'avis. À la place, je lui ai envoyé un texto. Ça va, juste fatigué. On se parle plus tard. Il n'a pas rappelé. Le 3e jour après le dîner mémorable, je suis allée à la banque et j'ai fermé le compte joint que je détenais pour aider les enfants. J'ai transféré l'argent sur mon compte personnel. Puis je suis allée voir Maître Coulon et j'ai signé le Nouveau Testament en présence de 2 témoins, sa secrétaire et un jeune avocat du bureau d'Axe en grave côté. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir informer vos enfants de votre décision? Demanda Maître Coulon lorsque nous eûmes terminé les formalités. Non, secouai-je la tête. Que ce soit une surprise. S'il m'arrive quelque chose, ils l'apprendront par Bernadette. Il hocha la tête avec compréhension et me serra la main. Bonne chance à vous, Madame Paddock. Le soir, j'ai parlé à Bernadette. Les locataires avaient accepté de déménager d'ici samedi, dans 3 jours. Je lui ai demandé de les rencontrer, de leur remettre l'argent et de récupérer les clés. Elle a accepté, bien que je sente que toute cette affaire ne lui plaisait pas. Tu ne diras pas à mes enfants où je suis s'ils te le demandent, n'est-ce pas? Demandai-je. Bien sûr que non, m'assura Bernadette. Mais ils vont s'inquiéter, Hélène. Laisse-les s'inquiéter, dis-je fermement. Ça leur fera du bien. Vendredi, tout était prêt. J'ai chargé le coffre de ma vieille Ford et préparé la maison pour l'absence de sa maîtresse. La touche finale fut le petit mot que je laissai sur la table de la cuisine. J'ai pris tes paroles à cœur. Je ne vous dérangerai plus. Hélène. Je savais que ce mot les rendrait nerveux, peut-être même effrayés. Mais après tant d'années de sacrifice pour eux, j'avais droit à une petite vengeance. Samedi matin, alors que le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, je suis montée dans ma voiture et j'ai quitté le garage. J'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais vécu la majeure partie de ma vie, élevé mes enfants, enterré mon mari. Puis, avec détermination, j'ai tourné la clé dans le contact et je suis partie. La maison de la rue de la Grange m'attendait. Petite, confortable, juste à moi. Un endroit où je pourrais enfin vivre pour moi-même, loin des exigences et des attentes de mes enfants. Je n'allais pas disparaître pour toujours, mais je voulais leur donner une leçon. Qu'ils réalisent que je n'étais pas seulement une mère et une grand-mère, mais un être humain avec ses propres désirs et besoins. Bernadette m'attendait devant la maison avec les clés. Les locataires avaient déjà déménagé, laissant la maison propre et bien rangée. Nous nous sommes serrés dans les bras,
et je fus soulagée que la première étape soit terminée. Voilà, dit Bernadette en regardant le petit salon. Ton nouveau départ. J'acquiesçai, incapable de dire un mot sous le coup de l'émotion. Un nouveau départ, en effet. À 68 ans, j'avais enfin décidé de commencer à vivre pour moi. Bernadette m'aida à décharger mes affaires et partie, promettant d'appeler tous les jours. J'étais seule dans la maison silencieuse qui n'appartenait plus qu'à moi. Je me suis assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil jouer sur le sol, et je me suis sentie en paix pour la première fois depuis longtemps. Je savais que les enfants découvriraient bientôt ma disparition. Je savais qu'ils appelleraient, me chercheraient, peut-être même contacteraient la police. Mais j'étais préparée à cela. Mon téléphone portable gisait, éteint dans le tiroir de mon bureau. Je le rallumerai quand je serai prête. Pour l'instant, il était temps de vivre pour moi. Regardant la lumière du soleil, je pensais aux mots que j'avais écrits dans le mot. Je ne vous dérangerai plus. Je me demande s'ils réaliseront à quel point ils ont été injustes avec moi. Réaliseront-ils tout ce que j'ai fait pour eux? Ou seront-ils simplement en colère que j'ai osé perturber leur routine? Eh bien, nous le saurons assez tôt, pensai-je en fermant les yeux et en laissant la chaleur du soleil m'envelopper. J'ai pris tes paroles à cœur. Je ne vous dérangerai plus. Le premier matin dans la nouvelle maison commença par le silence, un silence inhabituel et vibrant, non perturbé par les appels téléphoniques, les messages et le sentiment constant que quelqu'un avait besoin de quelque chose de moi. Je me suis réveillée à l'aube, par des années d'habitude, mais pour la première fois depuis longtemps, je suis restée au lit, savourant la paix. Personne n'attendait le petit déjeuner. Personne ne réclamait mon attention. Personne ne demandait de l'aide. La maison de la rue de la Grange était petite mais confortable. Une chambre, un salon combiné avec une cuisine, une petite salle de bain et une terrasse donnant sur le jardin. Les locataires précédents l'avaient laissée en bon état, mais je prévoyais quand même de faire des changements pour qu'elle soit vraiment mienne. Quand je suis enfin sortie du lit, je me suis fait une tasse de thé fort, sans sucre, comme je l'aimais, pas avec les 2 cuillerées que Laurent préférait quand il venait pour le petit déjeuner. Prenant ma tasse, je suis sortie sur la terrasse. La matinée d'octobre était fraîche mais ensoleillée. Le jardin entourant la maison avait l'air négligé. Les locataires n'étaient clairement pas des jardiniers. Herbe haute, buissons envahissants, mauvaises herbes. Mais je pouvais voir le potentiel. Au printemps, cela pourrait être un vrai jardin avec des fleurs, des légumes, peut-être même un petit étang. J'avais toujours aimé m'occuper des plantes, mais Claude s'occupait du jardin dans l'ancienne maison, et après sa mort, j'avais été trop occupée à aider les enfants et les petits-enfants. Maintenant, de nouvelles opportunités s'offraient à moi. Après avoir fini mon thé, j'ai fait une liste de courses, épicerie, produits de première nécessité, graines pour le jardin. Bernadette avait promis de passer dans l'après-midi pour m'aider à m'installer. Mais en attendant, j'ai décidé d'explorer le quartier. La rue de la Grange était à la périphérie d'Évreux, presque en dehors des limites de la ville. C'était calme, paisible, et principalement habité par des personnes âgées et de jeunes familles qui ne pouvaient pas se permettre des maisons dans des quartiers plus chics. J'aimais l'atmosphère. Pas d'agitation, pas d'ostentation. J'enfilai un manteau léger et sortis. Je marchai jusqu'à une petite épicerie de quartier et achetai du pain, du lait et des œufs. La vendeuse, une femme d'âge mûr et pleine de gentillesse, me sourit. « Vous êtes nouvelle ici ?» demanda-t-elle en passant mes achats. « Je ne me souviens pas de vous avoir vu. »« Oui, je viens d'emménager hier, » répondis-je. « Au numéro 17. »« Oh, là où vivaient les Thompson. Un couple charmant, mais je pensais qu'ils ne partaient pas avant un mois. »« Les circonstances ont changé, » dis-je évasivement. J'étais propriétaire de la maison, je la louais, et maintenant je voulais y vivre moi-même. « Je vois, » hocha la tête la vendeuse. « Mon nom est Isabelle, au fait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est comme une grande famille ici. » Une famille. C'était un mot qui me donnait des sentiments mitigés. Je souris avec reconnaissance à Isabelle et retournai à ma nouvelle maison. Je passai le reste de la matinée à faire le ménage. La maison était propre, mais je voulais organiser les choses à ma façon, pour me débarrasser de toute trace des occupants précédents. Vers midi, Bernadette arriva avec des cartons de livres qu'elle avait stockés dans son garage, ma petite bibliothèque, collectionnée au fil des ans. « Alors, comment ça va ?» demanda-t-elle en m'aidant à ranger les livres sur les étagères. « Tu ne regrettes pas ta décision ?» « Pas une seconde, » répondis-je fermement. « Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. »
Et les enfants, ils savent déjà. Je secouai la tête. Ils ont dû trouver le mot hier ou aujourd'hui. J'ai éteint mon téléphone, donc je ne sais pas s'ils ont essayé de me contacter. Bernadette me regarda attentivement. Tu réalises qu'ils vont s'inquiéter, n'est-ce pas? Laisse-les. Haussai-je les épaules. Ils ne se sont pas souciés de mes sentiments depuis des années. Un peu d'anxiété ne leur fera pas de mal. Bernadette soupira, mais ne discuta pas. Au lieu de cela, elle m'aida à finir de ranger les livres et sortit une bouteille de vin de son sac. Fait-on ta pendaison de crémaillère, suggéra-t-elle. J'ai apporté ton rouge sec préféré. Nous nous assîmes sur la terrasse, sirotant du vin et parlant du passé, de notre travail à l'école maternelle, des bêtises des enfants d'autrefois. Je sentais la tension des derniers jours se relâcher progressivement. Tu sais, dit Bernadette en nous versant un deuxième verre, tu devrais rejoindre notre club de jardinage. On se réunit 2 fois par semaine, on échange des plantes, on partage nos expériences. Surtout des personnes âgées, mais toutes très sympathiques. C'est une excellente idée, hochai-je la tête. Quand est la prochaine réunion? Jeudi, au centre socioculturel. Je passerai te chercher. Quand Bernadette partit, je me retrouvai seule dans le crépuscule grandissant. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais nulle part où me presser, personne à nourrir, personne dont m'occuper. Je pouvais simplement m'asseoir et regarder les étoiles s'allumer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment d'anticipation. Une journée entière s'offrait à moi, n'appartenant qu'à moi. J'ai pris un petit déjeuner tranquille, puis je me suis habillée et je me suis dirigée vers la jardinerie à quelques kilomètres de chez moi. J'ai acheté des outils, des gants et des graines de fleurs pour le printemps. Le vendeur, un jeune homme avec des tatouages et des yeux bienveillants, m'a expliqué en détail comment préparer le jardin pour l'hiver. De retour à la maison, j'enfilai un vieux jean et un pull et me mis au travail dans le jardin. Je coupais l'herbe, taillais les buissons, arrachais les mauvaises herbes. Le travail physique était étrangement apaisant. Je sentais la tension de nombreuses années me quitter progressivement à chaque mouvement, à chaque bouffée d'air frais d'automne. Le soir, j'étais épuisée mais satisfaite. Le jardin avait l'air beaucoup plus propre, même s'il restait encore beaucoup de travail à faire. Je pris une douche chaude, me préparai un dîner. Simple et m'installer dans un fauteuil avec un livre, Jane Eyre de Charlotte Brontë, que je voulais relire depuis longtemps mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps. Quelques jours passèrent au même rythme, travail dans le jardin, lecture, promenade tranquille dans le quartier. J'ai fait connaissance avec mes voisins, le couple âgé Jenkins sur la gauche et la jeune famille Reeves sur la droite. Tout le monde était amical, personne ne posait trop de questions. Jeudi, Bernadette est passée me chercher et nous sommes allés à la réunion du club de jardinage. Le centre socioculturel d'Évreux était un petit bâtiment de plain-pied avec une salle spacieuse et une cuisine. Quand nous sommes entrés, il y avait déjà une quinzaine de personnes réunies, principalement des femmes de mon âge ou plus âgées, mais il y avait aussi quelques hommes et 2 jeunes filles. Les amis, dit Bernadette à tout le monde, j'aimerais vous présenter Hélène Paddock, une vieille amie à moi et une nouvelle membre de notre club. Je me sentis légèrement gênée par l'attention, mais je fus accueillie chaleureusement. Une femme aux cheveux gris rassemblés en chignon se présenta comme étant Margot, la présidente du club, et me tendit une petite brochure avec les règles et le calendrier des réunions. Aujourd'hui, nous avons un atelier sur la taille des rosiers d'automne, dit-elle, et ensuite, thé et pâtisserie maison. La réunion s'est avérée fascinante. Un homme âgé nommé Edgar, un ancien jardinier professionnel, a montré comment tailler correctement les rosiers avant l'hiver. Puis tout le monde a partagé ses succès et ses échecs de jardinage et s'est donné des conseils. Personne ne m'a posé de questions sur ma famille. Personne n'a rien exigé en retour. Juste des gens unis par une passion commune. Après l'atelier, il y a eu le thé. J'ai commencé à discuter avec Margot et j'ai découvert qu'elle aussi avait été enseignante, mais au collège. Quand j'ai pris ma retraite, m'a-t-elle dit, je me suis sentie perdue. Toute ma vie, je m'étais occupée des autres. D'abord mes parents, puis mon mari, mes enfants, mes élèves. Et puis soudain, je me suis retrouvée à n'être nécessaire à personne. Le jardin m'a sauvée. Là, j'ai enfin trouvé du temps pour moi. Ces paroles ont résonné profondément en moi. Moi aussi, j'avais passé ma vie à m'occuper des autres, à faire passer leurs besoins avant les miens. Ce n'est que maintenant, à 68 ans, que je commençais à penser à moi. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai allumé mon téléphone pour la première fois en une semaine. Comme prévu, il était rempli d'appels manqués et de messages de Laurent et Mireille.
Je n'ai pas pris la peine de les écouter, mais j'ai décidé de vérifier mes emails. Il pourrait y avoir quelque chose d'important qui ne concernait pas les enfants. Parmi les spams et les publicités, il y avait un email de Mireille envoyé il y a 2 jours. Le titre disait « Maman, où es-tu » Je l'ai ouvert. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Laurent et moi courons partout à ta recherche. Ton mot nous a fait peur. Tu as été offensée par ce que j'ai dit ? Je ne voulais pas te blesser. J'étais juste stressée par le travail et les enfants. S'il te plaît, appelle-moi dès que possible. Léo est malade et j'ai dû prendre un congé pour le garder. Tu es généralement d'une grande aide dans ces situations. Quoi qu'il en soit, fais-moi savoir que tu vas bien. Mireille. Je fermai la lettre sans le moindre remords. Bien sûr, la première chose à laquelle Mireille a pensé, c'est qui garderait son fils pendant qu'elle était au travail. Pas à ce que je ressentais, pas à ce qui m'avait poussé à partir, mais à la façon dont mon absence la dérangeait. Il y avait une autre lettre de Laurent, envoyée hier. Mère, ce n'est plus drôle. Si tu voulais punir Mireille pour ses paroles, c'est fait. Elle s'est excusée. Mais disparaître sans prévenir, c'est trop. J'ai essayé de trouver les papiers de la maison et les assurances que tu gardais toujours, mais je ne les trouve pas. J'en ai besoin de toute urgence pour ma déclaration d'impôt. S'il te plaît, contacte-moi dès que possible. Laurent. Je souris amèrement. Laurent s'inquiétait pour les documents, pas pour moi. À quoi d'autre s'attendre, après tout ? J'ai éteint mon téléphone et je l'ai remis dans le tiroir de mon bureau. Il survivrait sans moi encore un peu. Les jours suivants furent remplis de préoccupations agréables. J'ai continué à travailler dans le jardin, à lire et à me préparer de bons repas. Samedi, Bernadette m'a invité à une petite fête pour son anniversaire. J'y ai rencontré ses amis, des gens intéressants et actifs de mon âge, qui ne restaient pas à la maison à se plaindre de leur maladie, mais voyageaient, avaient des passe-temps, profitaient de la vie. Je me souviens particulièrement d'Henri, un veuf svelte de 73 ans aux yeux joyeux et aux cheveux grisonnants sur les tempes. C'était un ingénieur à la retraite et un randonneur passionné. Nous avons commencé à parler de livres et il s'est avéré que nous avions des goûts similaires. « Tu devrais passer au club de lecture que j'anime à la bibliothèque un de ces jours, » dit-il. On se réunit tous les 2e mardis du mois. En ce moment, on discute de Steinbeck. J'adorerais, répondis-je, ressentant une légère excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai passé le dimanche à feuilleter des catalogues de jardinage et à planifier ce que je planterais au printemps. Le soir, j'ai décidé de vérifier à nouveau mon courrier et j'ai trouvé une autre lettre de Mireille, envoyée ce matin. Mère, Dorine est hystérique. Tu lui avais promis de l'aider pour son ordinateur portable et maintenant tu as disparu. Elle ne peut pas étudier correctement sans un nouvel ordinateur. Je ne peux pas me permettre un tel achat en ce moment, surtout après avoir dû payer une baby-sitter pour Léo pendant qu'il était malade. S'il te plaît, si tu lis ceci, fais-nous savoir que tu vas bien. Ou au moins, transfère l'argent pour l'ordinateur portable. Mireille. Je secouai la tête. Pas un mot d'inquiétude pour moi, juste des exigences et des récriminations. Eh bien, que Mireille gère seule les problèmes de ses enfants. Je fermai le courrier sans répondre. Lundi, je suis allée pour la première fois dans le centre-ville d'Évreux. J'avais besoin d'acheter quelques articles pour la maison, alors j'ai décidé de visiter un grand centre commercial. En choisissant des rideaux pour le salon, je suis tombée sur une voisine des Jenkins de mon ancien quartier. « Madame Paddock !» s'exclama-t-elle. « Quelle rencontre ! L'autre jour, j'ai vu votre fils devant chez vous. Il avait l'air inquiet. Quelque chose ne va pas ? » « Oh, ce n'est rien, » répondis-je calmement. « J'ai juste pensé prendre une petite pause des obligations familiales. Et vous, comment allez-vous, Madame Bloom ? » Nous avons bavardé quelques minutes, puis je me suis empressée de partir avant qu'elle ne commence à poser plus de questions. Je ne voulais pas qu'elle parle à Laurent de notre rencontre. Ce soir-là, je dînais sur la terrasse, profitant de la paix et de la tranquillité, quand le téléphone fixe a sonné. Seule Bernadette connaissait le numéro, alors j'ai décroché sans crainte. Hélène, c'était la voix de Bernadette. Tu ne vas pas le croire, mais tes enfants sont venus me voir aujourd'hui. Laurent et Mireille. Je me redressai. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils m'ont demandé si je savais où tu étais. Je leur ai dit que je savais que tu allais bien, mais que tu ne voulais pas qu'ils sachent où tu te trouvais. Et comment ont-ils réagi ? Laurent était calme, mais Mireille a crié que tu étais irresponsable et égoïste de les abandonner alors qu'ils avaient besoin de ton aide.
Je souris amèrement. Bien sûr, comment pourrait-il se passer de mon aide? Ils avaient l'air désemparés, Hélène. Surtout Laurent. Il a dit qu'il ne trouvait pas certains documents importants que tu gardais. Je les ai, répondis-je. Et je les rendrai quand je le jugerai opportun. Je n'ai pas donné ton adresse. Ne t'inquiète pas, m'assura Bernadette. Mais peut-être que tu devrais au moins les appeler, leur dire que tu vas bien. Je réfléchis. Peut-être que Bernadette avait raison. Je voulais leur donner une leçon, pas les faire souffrir pour de vrai. J'y réfléchirai, répondis-je. Merci de m'avoir prévenu. Après avoir parlé à Bernadette, je suis restée assise sur la terrasse pendant un long moment, à réfléchir. Une partie de moi voulait appeler les enfants, les rassurer. Mais l'autre partie, celle qui avait passé des années à réprimer ses désirs pour leur bien, disait fermement, non. Qu'ils sachent ce que c'est de ne pas avoir de tes nouvelles. Jeudi, je suis allée à la bibliothèque pour la réunion du club de lecture qu'Henri avait mentionné. Il discutait des raisins de la colère de Steinbeck, un livre que j'avais lu il y a des années et dont je me souvenais vaguement, mais la discussion fut si fascinante que je décidai de relire le roman. Henri me présenta au reste du club. 6 hommes et femmes de différents âges, unis par l'amour de la littérature. Après la réunion, Henri proposa de me raccompagner. Si ça ne vous dérange pas, ajouta-t-il, j'habite juste à côté de la rue de la Grange. Nous marchâmes dans les rues automnales d'Évreux, parlant de livres, de la vie, de voyages. Henri me parla de son voyage en Irlande l'été dernier, des collines verdoyantes et des anciens châteaux. Je l'écoutais avec un réel intérêt, imaginant ces lieux et réalisant que j'aimerais les voir aussi. « Vous voyagez, Hélène ?» me demanda-t-il. « Pas autant que je le voudrais », répondis-je sincèrement. Il y avait toujours des obligations, des soucis. Mais maintenant, ce serait peut-être le bon moment pour commencer. Il n'est jamais trop tard, sourit-il. À notre âge, il ne faut rien remettre à plus tard. Ces paroles me firent réfléchir. En effet, combien de choses avais-je remises à plus tard, et qui n'étaient jamais arrivées? Combien de désirs et de rêves étaient restés non réalisés parce qu'il y avait toujours des choses plus importantes à faire? Le travail, les enfants, les petits-enfants. Quand nous sommes arrivés à ma maison, Henri me dit au revoir galamment, me prenant la main et la serrant légèrement. « J'espère vous voir à la prochaine réunion du club, » dit-il. « Et peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble un de ces jours. » Je sentis le rouge me monter aux joues, comme si j'étais redevenue une jeune fille et non une veuve de 68 ans. « J'adorerais, » répondis-je. De retour chez moi, je me sentis vraiment vivante pour la première fois depuis longtemps. De nouvelles amitiés, de nouveaux intérêts, de nouvelles opportunités. Tout était inspirant et stimulant. Je n'étais plus seulement une mère et une grand-mère, j'étais Hélène Paddock, une femme avec ses propres désirs, rêves et projets. Le téléphone continuait de sonner, mais je ne répondais pas. Qu'ils comprennent ce que c'est d'avoir besoin de quelqu'un qui ne répond pas à vos appels. Cela faisait 1 mois que j'avais quitté la maison. Novembre avait été froid et pluvieux, mais ma petite maison de la rue de la Grange était chaude et accueillante. Je l'avais aménagée à mon goût. J'avais accroché de nouveaux rideaux, acheté un fauteuil rembourré, disposé des livres et des photographies non pas de ma famille, mais des écoles maternelles où j'avais travaillé et des rares voyages que j'avais faits avec Claude. Ma nouvelle vie avait pris un rythme clair. Les mardis, j'allais au club de lecture, et les jeudis, au club de jardinage. Les lundis, mercredis et vendredis, je travaillais dans le jardin où je faisais le ménage. Les week-ends, je faisais les courses avec Bernadette ou je me promenais simplement dans le quartier. J'avais aussi commencé à voir Henri. Rien de sérieux, juste des déjeuners dans le café local, des visites à la foire de la ville, un concert de musique classique à l'université de Rouen. Mais malgré ma vie bien remplie, je pensais souvent à mes enfants et petits-enfants. Non pas qu'ils me manquaient, mais j'étais curieuse de savoir comment ils s'en sortaient sans moi. Bernadette partageait régulièrement les nouvelles qu'elle avait entendues de Laurent ou Mireille quand il l'appelait dans l'espoir d'obtenir des informations sur moi. Aujourd'hui, elle a appelé tôt le matin, ce qui était inhabituel. « Hélène, dit-elle sans préambule, tes enfants sont venus me voir hier avec un policier. Ils ont signalé ta disparition. » Je restai figée, une tasse de thé à la main. « Et qu'est-ce que tu leur as dit ?»« La vérité. Que je savais que tu étais en vie et en bonne santé, mais que tu ne voulais pas leur parler. » Le policier était un type compréhensif. Il a dit que les adultes ont droit à leur vie privée et que si je garantissais que tu allais bien, l'affaire serait classée. « Merci, Bernadette, soufflai-je, soulagée.
Mais, Hélène, je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. Tu devrais savoir qu'ils sont vraiment désespérés. Surtout Laurent, il a l'air épuisé. Il dit qu'il a des problèmes au travail parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. Je sentis un pincement de mauvaise conscience, mais je le chassai immédiatement. Ce sont des adultes. Ils doivent gérer leurs problèmes eux-mêmes. Et Mireille? Demandai-je. Oh, elle est fidèle à elle-même, soupira Bernadette, criant que tu étais une égoïste, que tu les avais abandonnés au moment où ils avaient le plus besoin de toi. Mais tu sais, sous toute cette colère, j'ai senti de la peur. Elle n'est pas habituée à se débrouiller sans ton aide. Après avoir parlé à Bernadette, je suis restée longtemps à regarder la bruine par la fenêtre. Peut-être que ma leçon avait été trop dure. Mais je me suis alors souvenue de toutes les années où je m'étais donnée sans gratitude ni respect. Non, j'avais fait ce qu'il fallait. Cet après-midi-là, j'ai décidé de marcher jusqu'au centre-ville d'Évreux pour faire des courses et passer à la pharmacie chercher mes médicaments pour la tension. J'ai enfilé mon imperméable, pris un parapluie et suis sortie. J'évitais généralement le centre-ville de peur de rencontrer quelqu'un que je connaissais, mais aujourd'hui, la pluie avait dispersé la plupart des piétons et les rues étaient presque vides. Quand j'eus fini mes achats, je me dirigeais vers l'arrêt de bus quand j'ai vu une silhouette familière, Laurent. Mon fils se tenait devant la banque, parlant à un homme. Je me suis rapidement glissée dans la ruelle la plus proche, espérant qu'il ne m'avait pas vue. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'étais pas prête pour une rencontre. Quand j'ai jeté un coup d'œil au coin de la rue, j'ai vu que Laurent avait déjà dit au revoir et se dirigeait vers sa voiture. Il avait l'air différent. Il semblait mince, hagard, ses mouvements agités et nerveux. Son visage était fatigué et anxieux. Ma disparition l'avait-elle affecté à ce point? J'ai attendu qu'il parte pour sortir de ma cachette. Sur tout le chemin du retour, l'image d'un Laurent abattu m'a poursuivi. Peut-être que j'étais allée trop loin. À la maison, j'ai trouvé Henri m'attendant sur le porche avec un bouquet de chrysanthèmes d'automne. J'ai pensé qu'un peu de couleur te ferait du bien par un jour si maussade, sourit-il. Sa présence m'a distraite de mes pensées angoissantes. Nous avons bu du thé et parlé du dernier livre que nous avions lu au club. Henri m'a parlé de ses projets de visiter l'Écosse l'été prochain et m'a demandé si je voulais l'accompagner. J'adorerais avoir de la compagnie, dit-il. En plus, ce serait moins cher de partager une chambre d'hôtel avec 2 lits. Je sentis le rouge me monter aux joues. Au cours du mois que nous avions passé ensemble, nous avions développé une amitié chaleureuse, mais nous n'avions parlé de rien de plus. Cependant, l'idée de voyager était tentante. J'y réfléchirai, dis-je. Ça me semble merveilleux. Quand Henri est parti, je me suis de nouveau mise à penser aux enfants. J'ai allumé mon téléphone portable pour la première fois depuis des semaines. Une avalanche de notifications d'appels manqués et de messages a littéralement fait exploser l'appareil. J'ai commencé à regarder les SMS. De Laurent, maman, s'il te plaît, appelle. On est tous très inquiets. De Mireille, où es-tu? Je deviens folle d'inquiétude. D'Hugo, mamie, qu'est-ce qui se passe? Papa est terrifié et tante Mireille aussi. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu vas bien. Le dernier message m'a fait frémir. Hugo, mon petit-fils aîné, toujours si réservé et indépendant. Il ne demandait jamais d'aide, même quand il en avait besoin. J'ai ouvert la messagerie vocale. Le premier était un message de Laurent, daté du jour de mon départ. Maman, je viens d'être chez toi. J'ai trouvé ton mot. Qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi immédiatement. Le suivant était de Mireille, 2 jours plus tard. Maman, ça a assez duré. Si tu es en colère contre moi pour l'autre soir, arrête de bouder. J'ai plein de problèmes. Léo est malade. J'ai dû prendre un jour de congé. Normalement, tu m'aides avec lui. Où es-tu? J'ai parcouru une dizaine de messages similaires et je me suis arrêtée sur le plus récent, de Laurent, d'il y a 3 jours. Maman, je ne sais pas si tu écoutes ces messages, mais si c'est le cas, s'il te plaît, appelle-moi. Quel que soit le problème, on peut en discuter. Tu me manques, et j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai des problèmes au travail. Je pourrais perdre mon poste. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais les choses s'effondrent sans toi. Sa voix semblait sincère, avec une note de désespoir que je n'avais jamais entendue auparavant. Ce n'était plus le Laurent suffisant qui pensait que tout le monde lui devait tout. Il avait vraiment besoin d'aide. J'ai éteint le téléphone et l'ai mis de côté. Des sentiments contradictoires m'envahissaient. D'un côté, j'étais heureuse que ma leçon ait fonctionné,
que les enfants aient enfin réalisé à quel point ils dépendaient de moi. De l'autre, j'avais mal de réaliser qu'ils souffraient. Le lendemain, Bernadette est venue me voir après le club de jardinage. « J'ai des nouvelles », dit-elle en franchissant le seuil. « Hugo m'a appelé hier soir. Il a dit qu'il voulait me parler de toi. On s'est donné rendez-vous aujourd'hui après le travail. » « De quoi veut-il parler ?» J'étais inquiète. « Je ne sais pas. » Bernadette haussa les épaules. Mais il avait l'air sérieux. Il a dit qu'il avait trouvé un travail à temps partiel pour aider à payer ses études, car Laurent ne pouvait plus l'aider financièrement. Cette nouvelle m'a stupéfiée. Laurent avait toujours été fier que son fils étudie dans une grande école. Sa situation financière s'était-elle détériorée à ce point qu'il ne pouvait plus payer les frais de scolarité d'Hugo? Après le club de jardinage, je n'ai pu me concentrer sur rien. Mes pensées revenaient sans cesse à Hugo, à Laurent, à toute ma famille. J'ai décidé de faire une promenade pour me changer les idées. La journée était claire, bien que froide. J'ai marché dans les rues tranquilles d'Évreux, réfléchissant à ma décision. Il y a un mois, cela m'avait semblé la bonne chose à faire, que les enfants apprennent à ne pas me tenir pour acquise. Mais maintenant, je commençais à en douter. Peut-être que j'étais allée trop loin. Bernadette a appelé le soir. « Hélène, je viens de voir Hugo », dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Tu dois savoir ce qui se passe avec tes enfants. Dis-moi. » J'ai serré plus fort le combiné. Laurent est sur le point d'être licencié. Il a manqué un rapport trimestriel important parce qu'il n'a pas pu trouver les documents que tu gardais toujours. Son patron est furieux. Pour ne rien arranger, il ne s'occupe plus du tout de sa maison. Elle est dans un état lamentable. Il ne mange que des plats préparés. Il a perdu 5 kilos. Je me suis souvenu de l'allure de Laurent devant la banque et j'ai senti une pointe de conscience. « Et Mireille ?» demandai-je à voix basse. « C'est pire », soupira Bernadette. Elle est au bord de la crise de nerfs. Léo est de nouveau tombé malade, mais cette fois, c'est grave, une pneumonie. Elle a dû prendre un congé sans solde pour s'occuper de lui. L'argent manque. Elle a déjà contracté des prêts. Et Dorine? Dorine a quitté l'université. Quoi? Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Pourquoi? Elle a trouvé un travail pour aider sa mère avec l'argent. Hugo dit que sans ton soutien, toute la famille s'effondre. Je suis restée silencieuse, digérant l'information. Dépendait-il vraiment autant de moi? Et Hugo? Demandai-je enfin. Il travaille de nuit dans un bar pour payer ses frais de scolarité. Il dort à peine, ses notes sont en baisse. Il a peur de perdre sa bourse. Mon cœur se serra. Hugo avait toujours été si déterminé, si sérieux, il ne méritait pas ça. Et qu'est-ce qu'Hugo voulait de toi? Lui demandai-je. Il m'a demandé de lui dire où tu étais. Il a dit qu'il voulait te parler, non pas pour te demander de l'argent ou de l'aide, mais pour s'assurer que tu allais bien. Il est très inquiet pour toi, Hélène. J'ai senti les larmes me monter à la gorge. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne pouvais pas révéler où tu te trouvais sans ta permission. Mais j'ai promis de te raconter ce qu'il m'a dit. Après avoir parlé à Bernadette, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la souffrance de mes enfants et petits-enfants. Je voulais leur donner une leçon, mais pas leur ruiner la vie. Le matin, j'ai décidé de marcher jusqu'à l'ancienne maison, sans y entrer, juste pour regarder de loin. J'ai mis des lunettes de soleil et une écharpe pour ne pas être reconnue. La rue du Chêne m'a accueilli avec des sons et des odeurs familiers. Il y avait le garçon du quartier qui faisait du vélo, Madame Parker qui promenait son teckel, le facteur qui livrait le courrier du matin. Je me suis arrêtée de l'autre côté de la rue, regardant ma maison. Elle semblait négligée. La pelouse n'avait pas été tondue, les feuilles n'avaient pas été ramassées et des poubelles s'entassaient sur le porche. Soudain, la porte s'est ouverte et Mireille est apparue sur le seuil. Je me suis instinctivement réfugiée à l'ombre d'un arbre. Ma fille avait l'air hagard, les cheveux en désordre, les vêtements froissés et le visage émacié. Léo est sorti derrière elle, pâle et mince, emmitouflé dans sa veste. Ils sont montés dans la voiture et sont partis, probablement à l'hôpital pour un autre rendez-vous. J'ai senti mon cœur se serrer de douleur. Mireille, ma fille toujours soignée et méticuleuse, ressemblait à une ombre d'elle-même. Et Léo, pauvre garçon, il avait vraiment l'air malade. J'étais sur le point de partir quand Laurent est apparu dans la rue. Il marchait vers la maison, le dos voûté, regardant ses pieds. Il tenait un dossier à la main.
Il venait probablement chercher quelque chose dans ma maison, encore une fois. Il avait une clé. Je lui laissais toujours un double. Mon fils s'est arrêté devant la maison, la regardant avec une sorte d'impuissance. Puis il a lentement gravi les marches et a disparu derrière la porte. Je me suis empressée de partir avant qu'il ne me remarque. Sur tout le chemin du retour vers la rue de la Grange, les images de mes enfants et petits-enfants épuisés m'ont poursuivi. Peut-être que ma leçon avait été trop cruelle. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé Henri sur le porche avec un journal à la main. « Bonjour, Hélène », sourit-il. Je me suis dit que je passerais te proposer d'aller voir une exposition d'art local. Je suis désolée, Henri, secouai-je la tête. Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour une exposition. J'ai des problèmes de famille. Il hocha la tête avec compréhension. Je savais que quelque chose n'allait pas. Tu as l'air bouleversé. Tu veux en parler? Nous nous sommes assis sur la terrasse et je lui ai raconté toute l'histoire. Comment les enfants m'avaient tenue pour acquise. Le dîner mémorable. Ma décision de partir et de leur donner une leçon. Ce que j'avais appris aujourd'hui. Henri a écouté attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment, réfléchissant à ce qu'il avait entendu. Tu sais, dit-il enfin, je comprends ton désir d'apprendre à tes enfants à t'apprécier, mais peut-être y a-t-il un moyen de le faire sans leur causer autant de souffrance. Je ne voulais pas qu'ils souffrent, répondis-je à voix basse. Je voulais juste qu'ils comprennent. Et ils ont compris, dit Henri doucement. Il semble qu'ils aient réalisé à quel point ils dépendent de toi. La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cette question m'a tourmentée toute la journée. Le soir, je n'avais pris aucune décision, mais une chose était claire. Il était temps de mettre fin à ce jeu de cache-cache. Je devais au moins dire aux enfants que j'allais bien. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du téléphone. C'était Bernadette, et elle avait l'air inquiète. « Hélène, tu ferais mieux d'allumer la télé. » France 3. Je suis rapidement descendue au salon et j'ai allumé la télé. C'étaient les informations locales, et j'ai vu Laurent, debout devant la caméra, un micro à la main. « Ma mère, Hélène Paddock, a disparu il y a un mois, dit-il d'une voix tremblante. Si quelqu'un l'a vue ou sait où elle pourrait être, veuillez contacter la police ou moi-même à ce numéro. » J'ai éteint la télévision, horrifiée. « Bernadette, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en reprenant le téléphone. « Ils ont officiellement signalé ta disparition, » répondit-elle. « La police a ouvert une enquête. Ta photo est dans tous les journaux. Mais tu as dit au policier que j'allais bien. » Oui, mais ce policier était un agent de quartier. Maintenant, ils ont contacté la brigade des personnes disparues. C'est sérieux, Hélène. Je m'effondrai sur le canapé, ne sachant que faire. La situation devenait hors de contrôle. Je devrais les appeler, décidai-je. Leur dire que je vais bien. Attends, m'arrêta Bernadette. Réfléchissons. Si tu les appelles, ils vont accourir chez toi. Es-tu prête pour ça? Je me suis demandé. Étais-je prête à affronter à nouveau les enfants? À redevenir le centre de leurs demandes et de leurs attentes? Non, répondis-je sincèrement. Mais je ne peux pas les laisser continuer à souffrir. Et je ne veux pas que la police perde son temps à chercher quelqu'un qui ne veut pas être trouvé. J'ai une idée, dit Bernadette après une pause. Et si je leur parlais? Je leur dirais que tu m'as contacté, que tu vas bien, mais que tu as besoin de temps pour toi. Que tu les contacteras quand tu seras prête. Cela semblait raisonnable. Je n'étais pas prête pour un contact direct, mais je ne pouvais pas continuer à les laisser dans le noir. D'accord, acceptai-je. Mais Bernadette, s'il te plaît, ne leur dis pas où je suis. Je déciderai quand et comment les rencontrer. Bien sûr, m'assura-t-elle. Je t'appellerai après leur avoir parlé pour te raconter comment ça s'est passé. J'ai passé les heures suivantes sur des charbons ardents. Je ne pouvais ni lire, ni regarder la télé, ni même rester en place. Je marchais dans la maison, déplaçant des objets, époussetant une poussière inexistante, tout ce qui pouvait m'occuper les mains et me distraire. Finalement, à la tombée de la nuit, Bernadette est arrivée. À son visage, j'ai compris que la conversation avec mes enfants n'avait pas été facile. Alors, demandai-je en la faisant asseoir et en lui offrant du thé. C'était émouvant, soupira-t-elle en acceptant la tasse. J'ai appelé Laurent. Je lui ai dit que tu m'avais contacté, que tu allais bien, mais que tu avais besoin de temps pour toi. Il est immédiatement venu chez moi, emmenant Mireille avec lui. Et ils étaient dans un tel état,
Hélène. Comment ça? Laurent a l'air malade. Mince, hagard, avec des cernes sous les yeux. Il a dit qu'il n'avait pas bien dormi depuis que tu as disparu. Et Mireille pleurait. Hélène, je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle a dit que tout s'effondrait, qu'elle n'arrivait pas à gérer les enfants et le travail, que Léo était malade et que Dorine avait quitté l'université pour aider financièrement. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu es en vie et en bonne santé. Que tu vis dans un endroit sûr, mais que tu ne veux pas être trouvé. Que tu as besoin de temps pour toi, pour réfléchir à ta vie, à votre relation. Que tu les contacterais quand tu serais prête. Et comment ont-ils réagi? Bernadette marqua une pause, comme si elle choisissait ses mots. Mireille était furieuse. Elle a crié que tu étais égoïste, que tu les avais abandonnés au moment où ils avaient le plus besoin de toi. Laurent était plus calme. Il a demandé où tu étais. Il m'a dit de te dire que tu lui manquais, qu'il avait besoin de ton aide. Et toi? Je leur ai dit que je ne pouvais pas révéler où tu te trouvais sans ta permission. Que c'était à toi de décider quand et comment les contacter. Que parfois, les gens ont besoin de temps pour eux, surtout quand on les a tenus pour acquis pendant des années. Je regardais mon amie avec gratitude. Elle m'avait toujours mieux comprise que quiconque. Merci, Bernadette. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. De rien, haussa-t-elle les épaules. Mais tu sais, Hélène, ils souffrent. Surtout les petits-enfants. Hugo travaille de nuit, il dort à peine. Ses notes sont en baisse. Léo est malade, et Dorine a abandonné ses études. Tu voulais donner une leçon à tes enfants, mais ce sont les innocents qui souffrent. Ces paroles me blessèrent. Je ne voulais pas que mes petits-enfants paient pour les erreurs de leurs parents. Je ne voulais pas qu'Hugo sacrifie son éducation. Je ne voulais pas que Léo soit malade sans les soins appropriés. Je ne voulais pas que Dorine abandonne l'université. Qu'est-ce que je vais faire, Bernadette? Demandai-je à voix basse. Je ne suis pas prête à retourner à mon ancienne vie, mais je ne peux pas non plus les laisser continuer à souffrir. Peut-être que tu devrais les rencontrer, suggéra-t-elle. Pas ici, mais en terrain neutre. Leur expliquer ta position. Établir des limites. Vous n'avez pas besoin de revenir à l'ancienne situation, mais peut-être que vous pouvez trouver un nouveau format pour votre relation. J'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Non pas pour retourner dans le passé, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Une relation basée sur le respect mutuel, pas sur une dépendance unilatérale. J'y réfléchirai, dis-je finalement. Je dois tout peser. Bernadette hocha la tête avec compréhension et se leva pour partir. Ne tarde pas trop, Hélène. Ils sont à bout. Quand elle est partie, je suis restée un long moment assise dans le salon, regardant le ciel s'assombrir par la fenêtre. Les images de mes enfants et petits-enfants tourmentés me hantaient. Je voulais leur donner une leçon, mais pas au prix de leur santé et de leur bien-être. Peut-être qu'un mois suffisait. Ils avaient déjà réalisé à quel point ils dépendaient de moi. Mais je ne pouvais pas non plus revenir sans qu'il y ait des changements dans notre relation. Le téléphone a sonné plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Je savais que c'était Laurent ou Mireille, essayant de me joindre après avoir parlé à Bernadette. Je n'étais pas prête pour cette conversation. Non. J'étais dans mon jardin, taillant les derniers chrysanthèmes avant les gelées à venir, quand j'ai entendu le bruit d'une voiture qui approchait. C'était étrange. Dans cette partie de la rue de la Grange, les visiteurs occasionnels étaient rares, et je connaissais déjà tous mes voisins. Je me suis redressée, secouant la terre de mes gants. Je me suis retournée au bruit et je me suis figée. La Chevrolet bleu foncé de Laurent s'était arrêtée devant mon portail. Mon cœur s'est emballé. Comment m'avait-il trouvé? Bernadette avait juré de ne pas donner mon adresse. Je suis restée immobile, regardant mes enfants sortir de la voiture. D'abord Laurent, puis Mireille. Ils ont regardé autour d'eux, m'ont vu et se sont dirigés vers l'entrée. Leur visage était un mélange de soulagement et de colère. « Maman !» cria presque Mireille. « On t'a enfin trouvé !» J'ai lentement retiré mes gants de jardinage et posé le sécateur sur le banc. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Je savais que ce moment arriverait un jour, mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. « Bonjour !» dis-je calmement. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Peu importe, répondit Laurent en poussant le portail. Ce qui compte, c'est qu'on t'a trouvé, et que tu vas bien.
Tu as une idée de ce qu'on a traversé ce mois-ci? Ils se sont approchés, et j'ai pu voir à quel point ils avaient changé. Laurent avait maigri, il avait des cernes et semblait épuisé. Mireille avait l'air encore pire, pâle, les yeux ternes, comme si elle avait vieilli de plusieurs années. « Entrez », dis-je en désignant la terrasse. « Nous devons parler. » Ils m'ont suivi, regardant autour d'eux avec une curiosité évidente. Ma petite maison, que j'avais meublée avec tant d'amour au cours du dernier mois, semblait soudain vulnérable, comme si mon intimité avait été envahie par des invités non désirés. « Asseyez-vous », dis-je en désignant les fauteuils en osier sur la terrasse. « Vous voulez un thé? » Un thé. Mireille s'étouffa presque d'indignation. « Tu disparais pendant un mois, tu nous rends fous d'inquiétude, et maintenant tu nous offres du thé. » Mireille, dit Laurent avec prudence. Écoutons d'abord maman. Ils se sont assis. Je suis allée à la cuisine, j'ai mis la bouilloire en marche et je suis restée quelques minutes à réfléchir. Je savais que ce ne serait pas une conversation facile, mais j'étais prête. Je n'allais plus taire mes sentiments. Quand je suis revenue avec le plateau, j'ai trouvé les enfants dans un silence tendu. J'ai servi le thé, je me suis assise en face d'eux et j'ai regardé calmement d'abord dans les yeux de Laurent, puis de Mireille. Je sais qu'il vous est difficile de comprendre ce que j'ai fait, commençai-je. Mais imaginez ce que ce serait de donner de soi-même pendant des années sans recevoir en retour ni gratitude ni respect. D'être toujours disponible, toujours prêt à aider, et de se sentir pourtant tenu pour acquis. Maman, m'interrompit Laurent, si tu ne te sentais pas appréciée, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu dû disparaître et nous inquiéter? Je l'ai dit, répondis-je doucement, de nombreuses fois. Mais vous ne m'écoutiez pas. Vous étiez trop occupé par vos problèmes, par vos vies. Parfois, les actions parlent plus que les mots. Es-tu satisfaite du résultat? Lança Mireille. As-tu une idée de ce qu'on a traversé? Léo a eu une pneumonie, et j'ai dû prendre un congé sans solde pour m'occuper de lui. Dorine a quitté l'université parce qu'on avait besoin d'argent. On est au bord de la faillite. Et j'ai failli perdre mon travail, ajouta Laurent. Je ne trouvais pas les documents importants que tu gardais toujours. Sans parler du fait que je n'ai pas bien dormi de tout ce mois. Inquiet pour toi. Je les observais attentivement. Ils parlaient de leurs problèmes, de leur mal-être sans mon aide, mais pas un mot sur ce que j'avais ressenti toutes ces années. Je suis désolée que vous ayez eu à souffrir, leur dis-je. Mais savez-vous ce qui est le plus triste? C'est que vous ne comprenez toujours pas le problème. Vous parlez de votre mal-être sans mon aide. Mais aucun de vous ne m'a demandé comment je me sentais, moi, toutes ces années de dévouement. Ils se turent, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. Je vous ai élevé, je vous ai soutenu en tout, j'ai sacrifié mes désirs et mes rêves pour vous, et tout ce que j'ai eu en retour, ce sont des exigences et des récriminations. Lors de ce dernier dîner, Mireille, tu as dit, tu as gâché nos vies, va-t'en. Tu t'en souviens? Mireille baissa les yeux. J'étais à bout, murmura-t-elle. Je ne le pensais pas. Mais tu l'as dit, dis-je fermement. Et tu sais quoi? J'ai décidé de prendre tes paroles à cœur. Je suis partie. Et ce mois-ci, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. J'ai fait du jardinage, je suis allée à un club de lecture, j'ai vu des amis. J'ai commencé à vivre pour moi-même au lieu de vivre pour les autres. Alors tu as décidé de nous laisser tomber pour ton propre plaisir, s'indigna Mireille. Non, répondis-je calmement. J'ai décidé d'arrêter de me sacrifier pour des gens qui n'appréciaient pas mes sacrifices. J'ai décidé de vous apprendre à apprécier ce que vous aviez. Et à en juger par votre apparence, je vois que vous avez appris la leçon. Laurent me regarda longuement, comme s'il me voyait pour la première fois. Tu as changé, dit-il enfin. Tu ne parlais pas comme ça avant. Avant, j'avais peur de perdre votre amour. Dis-je sincèrement. Je craignais que si je ne vous étais pas utile, vous me tourneriez le dos. Mais vous savez quoi? Ce mois-ci, j'ai réalisé que je mérite le respect simplement parce que je suis votre mère. Pas parce que je prépare vos dîners, que je garde vos enfants ou que je vous donne de l'argent. Simplement pour ce que je suis. Quelque chose brilla dans les yeux de Laurent. De la compréhension? Peut-être. Mais tu aurais pu nous dire tout ça sans disparaître, dit-il. J'aurais pu, acquiesçai-je. Mais m'auriez-vous entendu? Ou auriez-vous simplement hoché la tête et continué à me tenir pour acquise? Ils restèrent silencieux, et je pouvais voir que mes paroles les faisaient réfléchir. Vous savez, continuai-je plus doucement,
Je n'avais pas l'intention de vous faire du mal. Je voulais juste que vous compreniez ce que c'est que d'être utilisé sans que l'on pense à vos sentiments. Et à ce qu'il paraît, vous comprenez. La question est, que se passe-t-il ensuite? Tu rentres à la maison? Demanda Laurent, plein d'espoir. Non, répondis-je fermement. Du moins, pas comme avant. Je ne serai plus votre nounou, votre femme de ménage et votre distributeur de billets gratuits. Cette maison est la mienne, et je reste ici. Mais nous, demanda Mireille, et je pouvais entendre la note familière d'égoïsme dans sa voix. Comment allons-nous nous en sortir? De la même manière que vous vous en êtes sortis ce mois-ci. Haussez-je les épaules. Vous êtes des adultes, Mireille. Vous avez un travail, vous avez des mains, vous avez une tête sur les épaules. Je ne vous ai pas aidé parce que vous ne pouviez pas le faire vous-même, mais parce qu'il vous était commode de me transférer vos responsabilités. Ce n'est pas juste, éclata Mireille. Je travaille du matin au soir, j'ai 2 enfants. J'ai eu 2 enfants aussi, l'interrompis-je. Et je travaillais aussi, et je ne déléguais pas mes responsabilités aux autres. Mais maman, intervint Laurent, tu ne vas pas disparaître de nos vies, n'est-ce pas? Tu nous as vraiment manqué. Je regardais attentivement mon fils. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, mais je connaissais trop bien Laurent. Il avait toujours été un maître de la manipulation, capable d'obtenir ce qu'il voulait des gens. Est-ce que c'est moi qui t'ai manqué, ou mon aide? Demandai-je sans détour. Il détourna le regard, et j'eus ma réponse. Écoutez, dis-je en soupirant. Je ne dis pas que je vais disparaître de votre vie. Je dis que la relation doit changer. Je ne me sacrifierai plus pour vous. Je vous aiderai, mais à mes conditions, en respectant mon temps et mes désirs. Et quelles sont ces conditions? Demanda Laurent après une pause. Premièrement, pas de visite impromptue. Si vous avez besoin de mon aide, appelez avant. Deuxièmement, pas d'exigence. Vous pouvez demander, mais j'ai le droit de refuser sans me sentir coupable. Troisièmement, pas de manipulation, pas de si tu m'aimes, tu feras ça. Et quatrièmement, le respect de mon temps, de mes intérêts, de ma vie. Ça a l'air dur, dit Mireille, et je pouvais entendre l'irritation dans sa voix. Ça a l'air juste, objectai-je. Je ne tolérerai plus le manque de respect et le mépris. Ils se regardèrent, manifestement incertains de quoi dire. Et les enfants? Demanda Mireille. Dorine a dû quitter l'université pour m'aider, et Léo est malade. Et c'est très triste, dis-je sincèrement. Mais Dorine est ta fille, Mireille, ta responsabilité, pas la mienne. Alors, tu t'en fiches. Il y avait du reproche dans sa voix. Je ne m'en fiche pas, répondis-je calmement. J'aime mes petits-enfants. Mais je ne vous laisserai pas les utiliser pour me manipuler. Mireille se mit en colère, mais Laurent lui posa une main sur l'épaule, arrêtant sa tirade. Maman a raison, dit-il brusquement. On l'a utilisée, on l'a tenue pour acquise, et maintenant on en récolte les fruits. Je regardai mon fils avec surprise. L'aveu était si inattendu que je restai muette un instant. Tu es d'accord avec moi? Demandai-je enfin. Oui, acquiesça-t-il. Ce mois m'a appris beaucoup de choses. J'ai réalisé à quel point j'avais dépendu de toi, à quel point tu avais fait pour nous, et à quel point nous l'avions peu apprécié. Je le regardai, incrédule. C'était trop beau pour être vrai. Laurent, dis-je lentement, si tu penses qu'avec cette confession tu vas me convaincre de revenir et que tout redeviendra comme avant. Non, secoua-t-il la tête. Je me rends compte que tu ne le feras pas. Et honnêtement, après tout ce qu'on a fait, je ne peux pas t'en vouloir. J'essaie juste de comprendre, j'essaie de changer. Je regardai mon fils, essayant de voir la vérité dans ses yeux, mais je ne vis que de la fatigue et quelque chose qui ressemblait à du remords. Je veux te croire, dis-je à voix basse, mais je sais très bien à quelle vitesse ces promesses sont oubliées quand le premier besoin se fait sentir. Donne-nous une chance, dit-il. Donne-nous une chance de prouver que nous pouvons changer. Je tournai mon regard vers Mireille. Elle était assise, la tête baissée, et je pouvais voir la tension dans ses épaules. Et toi, Mireille, lui demandai-je. Tu veux changer, toi aussi? Elle leva les yeux, et je vis dans son regard un mélange de colère, de ressentiment et ce qui me surprit le plus, de peur. Je ne sais pas, maman, dit-elle sincèrement. Je ne sais pas si je peux. Tu as toujours été mon pilier. Sans toi, je me sens perdue. Ces paroles étaient plus sincères que je ne l'attendais, et elles me touchèrent. Mireille, dis-je doucement. Tu es plus forte que tu ne le penses.
Tu t'en sortiras. Et je ne dis pas que je vais disparaître de ta vie, c'est juste que les choses doivent changer. J'essaierai, dit-elle à voix basse. Je ne peux pas promettre que ça marchera, mais j'essaierai. Nous restâmes assis en silence, finissant notre thé froid. Je les observais jeter des regards furtifs autour de la terrasse et du jardin, essayant de comprendre comment j'avais vécu ce mois-ci. C'est magnifique ici, dit enfin Laurent. Calme, paisible. Oui, acquiesçai-je. Exactement ce dont j'ai besoin maintenant. Depuis combien de temps as-tu cette maison? Demanda Mireille, la surprise dans la voix. 15 ans, répondis-je. Je l'ai achetée avec l'argent hérité de tante Odile. Je la louais et j'économisais l'argent. C'était mon plan de secours. 15 ans. Laurent était clairement déconcerté. Et tu ne nous l'as jamais dit. C'était mon espace personnel, haussai-je les épaules. Quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Ils se regardèrent à nouveau, et je vis qu'ils commençaient à comprendre, à réaliser que je n'étais pas seulement leur mère, mais une personne avec ses propres désirs, rêves et secrets. Qui est Henri? Demanda soudain Mireille. La voisine a dit qu'elle avait vu un homme venir souvent chez toi. Henri est un ami, répondis-je, sentant le rouge me monter aux joues. Nous nous sommes rencontrés dans un club de lecture. Un ami. Mireille semblait incrédule. Juste un ami. Et même si ce n'était pas juste un ami, dis-je soudainement, en quoi cela te regarde-t-il? Mireille ouvrit la bouche, puis la referma, ne sachant que dire. Tu as raison, dit-elle enfin. Ça ne me regarde pas. C'est juste, étrange de penser que tu puisses avoir tu sais, une vie personnelle. Je souris. Oui, Mireille, j'ai une vie privée, et je n'y renoncerai plus pour vous. On ne te demande pas d'y renoncer, intervint Laurent. C'est juste que, tu nous manques, maman. Je le regardai attentivement, essayant de voir s'il était sincère. Je suis prête à faire partie de votre vie, dis-je. Mais, à de nouvelles conditions. Non pas comme une nounou gratuite ou un distributeur automatique, mais comme une mère et une grand-mère dont le temps et les sentiments sont respectés. Nous ferons de notre mieux, dit Laurent. Je ne peux pas promettre que tout changera immédiatement, mais nous essaierons. Bien, acquiesçai-je. C'est tout ce que je demande. Essayez, c'est déjà quelque chose. Ils sont partis 1 heure plus tard, promettant d'appeler la semaine suivante. Je suis resté sur le pas de la porte, regardant leur voiture s'éloigner sur la route, et j'ai ressenti un vide étrange à l'intérieur. Ni soulagement, ni joie, ni même colère, juste du vide. C'était comme si la conversation m'avait vidé de toute émotion. De retour à la maison, je me suis servi un thé et je suis sorti sur la terrasse. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances roses et dorées. Mon petit jardin, dans lequel j'avais tant travaillé le mois dernier, avait l'air calme et paisible. J'ai pensé à la relation avec nos enfants, aux nombreuses années de sacrifices que j'avais faites, et à la façon dont un mois d'absence avait tout changé. Ils me voyaient d'une manière nouvelle, non plus seulement comme une mère, toujours prête à aider, mais comme une personne avec sa propre vie, ses propres désirs, ses propres limites. Je ne savais pas s'ils pourraient gérer ces nouvelles règles. Je ne savais pas si je pourrais moi-même les respecter sans succomber à l'habitude de me sacrifier. Je ne me faisais pas d'illusions. Je savais qu'il y aurait des rechutes, qu'il y aurait des conflits, qu'il y aurait des moments où les vieilles habitudes reprendraient le dessus. Mais j'étais déterminée à essayer. Pas pour eux, mais pour moi. Pour la femme que j'avais découverte en moi ce mois-ci. Une femme qui a droit à sa propre vie, à ses propres rêves, à son propre bonheur. Ce n'était pas la fin, c'était juste le début. Un début incertain, anxieux, plein de doutes. Mais un début. Le début d'une nouvelle relation basée non pas sur la dépendance, mais sur le respect mutuel. Et j'étais prête à faire ce premier pas, aussi difficile soit-il.